ta vie en lien. Un nouveau souffle est à portée de main. Aujourd'hui, la 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 la, la 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 vie, la 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 vie. Je m'appelle Yann Lipnik et je suis géobiologue et donc voilà, on m'a proposé une petite interview. Donc je réponds aux questions si vous avez. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Comment est-ce que ça a commencé tout ça? Oui, bon, en fait moi ça a commencé depuis ma plus jeune enfance. J'étais passionné par les mystères de la Terre, donc les sites mégalithiques. Dès l'âge de 12 ans, j'allais déjà voir des sites mégalithiques. Je sentais qu'il y avait des mystères, mais je ne pouvais pas évidemment me les expliquer, donc j'ai commencé à lire plein de livres là-dessus. Après, au bout de quelques années, ça m'a amené à apprendre l'astronomie, donc vers 14 ans, j'ai fait de l'astronomie. Après, vers 16 ans, j'ai fait de l'astrologie. À 18 ans, j'ai étudié le chamanisme, enfin j'ai étudié comme ça perpétuellement. Mais en fait, ma passion principale, c'était les sites sacrés. Et donc, je suis revenu vers les sites mégalithiques, puis les églises romanes, les cathédrales, les abbayes. Et donc, finalement, ma passion m'a amené à vivre des expériences un peu mystiques, entre guillemets. Et donc, à étudier la géobiologie. J'ai étudié la géobiologie à travers les sites sacrés. J'ai vécu des expériences mystiques à certaines dates, au Mont-Saint-Michel, à la cathédrale de Chartres, dans des gros sites sacrés aussi. Et puis, vers l'âge de 28 ans, j'ai eu le désir de construire moi-même Je me suis dit, comment ça se fait qu'on ne fait plus de sites sacrés, qu'on ne fait plus de cathédrales, on ne fait plus d'églises romanes, on ne fait plus de tous ces bâtiments qui vibrent bien. Et donc j'ai cherché une forme, quelque chose qui pourrait s'apparenter à quelque chose de sacré au niveau de la forme. Et finalement, j'ai été guidé vers la construction de formes géométriques qu'on appelle des hommes. Et donc j'ai découvert cette forme qui avait été utilisée par un architecte français, Jean Soum, pour faire des toitures d'habitation et puis des petits modèles. Et moi j'ai repris cette forme et j'ai continué à faire des recherches là-dessus. Et pendant 5 ou 6 ans, 10 ans même, j'ai fait des formes hommes. J'ai continué à étudier la géobiologie. Et puis la géométrie sacrée. J'ai approfondi tout ça, les systèmes de mesure, jusqu'à une certaine période, on va dire, où j'ai pris des cours avec Stéphane Cardino, un géobiologue suisse, qui m'a appris un système de mesure que j'utilise maintenant, le clair ressenti, avec le champ d'énergie vitale. Et suite à cette rencontre, j'ai fait la rencontre de présences invisibles qu'on appelle des élémentaux de la nature. Et quand je les ai rencontrés la première fois, donc je ne les voyais pas, je les touchais avec le clair ressenti, je me suis dit que c'est bien de savoir qu'ils existent, mais j'aimerais bien communiquer avec eux. Donc j'ai essayé de mettre au point un système de communication pour parler avec ces élémentaux. Et donc j'ai étudié ça pendant 1 an, pour comment faire pour étudier le meilleur système de communication quand on n'est ni clairvoyant, ni télépathe, ni clairaudient. Et en fait, donc, grâce au clair ressenti, au début j'avais fait 2 chaises, une où il y avait marqué oui, une où il y avait marqué non, et le nain qui était chez moi, que j'avais ramené et qui habitait dans ma maison, il allait sur le oui, sur le non, et on commençait à communiquer comme ça. Et bien, c'est comme ça que j'ai commencé à communiquer avec les présences, avec les esprits de la nature. Après j'ai découvert qu'il y en avait d'autres, qu'il n'y avait pas que des nains, qu'il y avait d'autres esprits dans la nature. Et finalement mon système de communication s'est amélioré. Et j'ai commencé un peu à mixer la télépathie, un peu à force de communiquer comme ça, j'ai commencé à recevoir des informations aussi par médiumnité ou télépathie. J'ai commencé un peu à mixer les informations. Et finalement, après 1 an ou 2, j'ai commencé à rencontrer des esprits de la nature de plus en plus surprenants, des vouivres, des choses assez étranges. Après, finalement, j'ai rencontré des dragons, des grands esprits je pensais que c'était des esprits de la nature, mais en fait, ce n'est pas des esprits de la nature, ce sont des présences, c'est des hiérarchies spirituelles, on va dire, les dragons. On ne peut pas considérer ça comme des esprits de la nature, qui montent dans des fréquences très élevées. Et je me suis aperçu donc qu'il y avait un
tas de monde dans le monde invisible et que, comme je suis assez cartésien, je me suis dit qu'il nous faut trouver un moyen de les recenser, de les classer, de les reconnaître. Et j'ai commencé à faire des listes. Alors je leur posais plein de questions sur qui c'est qui vivait avec eux, qui c'est qui les gouvernait, eux, est-ce qu'ils gouvernaient quelqu'un, est-ce qu'ils pouvaient l'appeler, etc. Et finalement, j'ai remonté les hiérarchies, j'ai fait des listes, des tableaux avec les dimensions, jusqu'au moment où j'ai rencontré aussi des présences spirituelles. Après, j'ai rencontré mon ange gardien, que j'y croyais au début qu'à moitié, mais quand il est apparu, j'ai bien été obligé de voir qu'il existait. J'ai rencontré des anges, des archanges, après j'ai rencontré des maîtres ascensionnés, des gardiens de sites sacrés avec qui je pouvais communiquer. Par exemple, dans cette maison, c'est l'archange Saint Alphon qui est le gardien. Dès que je suis arrivé ici, il y a 1 heure ou 2, là, j'étais en train de discuter avec le propriétaire, l'archange Saint Alphon, il arrive à côté de moi, donc je ne savais pas que c'était l'archange, j'ai dit c'est le gardien du lieu. Finalement, je vois que c'est un archange, je communique avec lui, et je lui demande qui c'est, il me dit je suis l'archange Saint Alphon. Alors je lui demande s'il y avait un problème, il me dit oui, il y a un problème dans la maison. Donc c'est pour ça qu'il était venu. Il avait vu que j'avais testé des arbres en arrivant, j'avais testé des phénomènes, et donc il s'est dit, lui, il doit me comprendre. Et donc il m'a fait voir, effectivement, on est allé dans la maison, il y avait une vieille canne avec une tête de cheval et où il y avait de la magie dessus. Donc il m'a dit, c'est obligé, il faut le virer, c'est pas bon. Et donc après, c'est tous les jours, quoi. Tous les jours, il y a des présences qui viennent, et je communique. Et puis, du coup, j'ai rencontré des tas de présences. J'ai des classeurs entiers avec des noms de toutes sortes de hiérarchies. Mais après, c'est bien beau de rencontrer des présences, mais il faut savoir comment peut-on collaborer avec eux. Donc après, je leur ai demandé, mais quelles sont vos spécialités? Et donc chaque présence a des spécialités différentes. Il y en a qui ont des spécialités en géobiologie, d'autres pour faire des soins, il y a toutes sortes de spécialités. Donc j'ai noté leurs spécialités, puis j'ai commencé à collaborer avec eux pour faire des soins par exemple, pour faire des équilibrages énergétiques, pour la géobiologie. Donc du coup je pratique une autre géobiologie, quoi. Pas la géobiologie ordinaire, on va dire. Au départ, donc j'avais, grâce à la méthode de Stéphane Cardino, donc appris à mesurer les niveaux d'énergie, on va dire. Chaque chose a un niveau d'énergie, une vibration, on pourrait dire. Mais après je me suis aperçu qu'on pouvait utiliser des membranes éthériques, c'est-à-dire que notre aura est constituée de plusieurs couches d'énergie vitale qui sont séparées par des membranes, et que ces membranes se déplacent selon les phénomènes qui nous entourent. Et on peut interpréter le déplacement de ces membranes. On appelle ça le plan vertical. Le plan vertical, par exemple, va nous donner une information. Si un produit est, par exemple, un produit qui n'est pas bio, qui contient des produits chimiques, le plan vertical il va se décaler quand on va le tester. Un produit qui aurait une pollution souterraine, le plan vertical va se décaler dans l'autre sens. Un produit qui est radioactif ou qui contient de la nanotechnologie, le plan vertical il va partir en diagonale. Et donc en interprétant les mouvements des différents plans que nous possédons, on peut avoir 4 à 5 sortes d'informations sur tout ce qui nous entoure. On peut avoir donc le niveau d'énergie vitale, appelé le niveau vibratoire. On peut avoir justement l'information, est-ce que le produit est bien centré ou est-ce qu'il contient des produits chimiques, donc est-ce que c'est un produit qui amène à la vie. Par exemple, un produit biodynamique, ça amène à la vie, donc le plan est hyper bien centré. Un produit qui est dans les supermarchés, en gros, il y a 95% de produits frelatés, quoi. Il y a très peu de produits qui sont centrés, tout est chimique. Mais dans l'éco-bio, il faut quand même se méfier parce qu'il y a quand même peut-être 10% de produits qui décalent. Parce que même s'ils ont le label bio, j'ai trouvé des trucs bizarres. Donc voilà, et après on peut interpréter, est-ce que le produit donne de l'ancrage ou pas, est-ce qu'il est très tellurique, très cosmique, est-ce que ce produit va activer tel chakra ou tel autre. Donc on peut avoir, sur le même produit, on peut avoir X informations, rien en utilisant le corps humain, sans pendule. Ceci dit, j'utilise quand même la radiesthésie, en plus j'ai des biomètres, donc j'utilise la radiesthésie si je veux avoir des mesures plus précises, on va dire. Et j'utilise la communication avec les présences, ce qui fait que par exemple, si je veux avoir sur une demeure comme ici, si je veux déterminer quels sont les problèmes, je peux mesurer avec mon clair ressenti,
Est-ce qu'il y a des problèmes à droite ou à gauche et des choses négatives? Est-ce qu'il y a des choses qui décalent, des choses qui sont mal réglées, etc. Mais je peux aussi mesurer sur un biomètre, voir avec différents biomètres, je peux avoir pas mal d'informations. Et je peux aussi demander, par exemple au gardien du lieu, là c'est un archange parce que c'est une grande demeure, est-ce qu'il y a un problème? Puis lui il va m'amener directement au problème. C'est un domaine de la géobiologie, c'est que dès qu'on a la communication, on a des informations qu'on n'aurait pas pu avoir avant. Parce que cette canne qui n'était pas bonne ici, là, que j'ai trouvée dans la maison, j'aurais jamais pensé à la trouver, elle était derrière un lit, elle ne se voyait même pas. Voilà, et puis par exemple, si vous allez sur un site mégalithique, que vous repérez tous les phénomènes, les vortex, les cheminées, les réseaux sacrés, les courants telluriques, les ley lines, il y a tout un tas de phénomènes géobiologiques. Mais si vous ne discutez pas avec le gardien du dolmen, vous ne saurez jamais à quoi sert le dolmen en gros. Alors que si il y a le gardien que vous avez la capacité de discuter avec lui, de communiquer avec lui, disons, vous allez pouvoir lui demander mais est-ce que ce dolmen était utilisé par les Celtes, par les druides, est-ce qu'il était construit même avant les druides, au temps de mégalithes, est-ce que c'est plutôt un lieu de célébration, est-ce que c'est un lieu de guérison, est-ce que c'est un lieu d'initiation? Puis si c'est un lieu d'initiation, c'est à quelle date que ça fonctionne le mieux? Est-ce que c'est au solstice d'hiver, à l'équinoxe au printemps? Et là, on va avoir des infos vraiment précises qui vont être données par le gardien, qu'on n'aurait jamais pu avoir si on ne disposait pas de la communication. Donc c'est une géobiologie qui va un peu plus loin, dans le sens où on a des informations qu'on n'aurait pas pu avoir autrement, et aussi dans le sens que si on rééquilibre un lieu, ça va être en accord avec les dévas du lieu, avec les gardiens, donc tout le monde va être content à la fin. On ne bougera rien sans leur autorisation, tout va être réglé avec leur accord. Et du coup, pour moi, c'est une géobiologie plus globale et plus respectueuse, surtout, du monde vivant, des êtres invisibles, quoi. Parce que bon, voilà, on partage notre existence avec eux. Eux, ils souhaiteraient qu'il y ait plus d'humains qui communiquent. Et je dirais que l'avantage de la méthode que j'ai mis au point, c'est que 9 personnes sur 10 peuvent y arriver, quoi. C'est une méthode qui s'apprend en quelques jours. On peut commencer à apprendre, disons, il faut bien une semaine pour bien capter le truc. Alors que bon, les gens qui sont médiums ou clairaudients, souvent c'est des dons, des capacités qu'ils ont qu'on ne peut pas apprendre comme ça facilement. Hein. Alors que là, bon, en quelques jours de cours, on arrive à sentir et qu'on commence au début à communiquer avec son ange gardien, on va dire. Après, avec peut-être les esprits du jardin, le gardien de sa maison, par exemple. Et finalement, maintenant, il y a des milliers de gens qui communiquent avec cette méthode, donc que je transmets depuis 5 ou 6 ans, et il y a tellement même de gens qui veulent apprendre que j'ai été obligé de former des formateurs qui eux-mêmes enseignent cette méthode. Ce qui fait que là, il y a de plus en plus de gens qui se sont mis et qui, grâce à ça, peuvent communiquer, peuvent avoir des informations complètement étonnantes. D'accord. Il y a combien à peu près de formateurs? Alors de formateurs, il y en a, on va dire, 5 couples, 4 ou 5 couples. Après, il y en a d'autres qui forment mais qui n'ont pas encore le niveau pour vraiment faire partie de mon école. Il faut quand même avoir un certain niveau, j'ai un certain niveau d'exigence pour les formateurs. Sinon, il y en a qui ont fait quelques cours avec moi, puis qui transmettent aussi l'enseignement, mais à leur façon, on va dire. Voilà, après tout, le principal, c'est que de plus en plus de gens soient éveillés et conscients que nous vivons dans un monde rempli d'êtres invisibles, de phénomènes extraordinaires, et que ce serait dommage de passer à côté. Et puis, ce serait dommage aussi de ne pas rencontrer ces merveilleux êtres et de ne pas comprendre que nous partageons cette planète avec eux, quoi, et que nous vivons avec eux. Là, par exemple, dans le château, là, j'ai découvert qu'il y avait une dragonne là-haut, une dragonne de l'éther, il y a une fée à la source, il y a plein de phénomènes, il y a plein d'esprits ici. Et si on commence à collaborer avec eux, à communiquer avec eux, mais ils savent faire plein de choses. Par exemple, la dragonne de l'éther qui est là-haut, elle, sa spécialité, les dragons de l'éther, c'est détecter la radioactivité, dire quel est le produit qui pollue, si c'est du césium, du plutonium, de l'iode radioactif, et elle peut non seulement détecter la radioactivité, mais dire quel est le produit, et elle peut
faire des protections par rapport à ça. On ne peut pas annuler complètement, mais on peut travailler dessus. Il y a des êtres qui ont des capacités absolument extraordinaires. Et non seulement ça, au-delà des capacités, il y en a certains qui ont une connaissance extraordinaire. C'est-à-dire, j'ai rencontré entre autres des êtres qui vivent à l'intérieur de la Terre, donc on pourrait dire des intraterrestres, parce que dans notre Terre c'est beaucoup plus habité que nous pouvons le supposer. Et ces êtres-là disposent d'une connaissance fantastique. J'ai un de mes guides enseignants qui m'enseigne sur le corps humain. Depuis 2 ans, il me donne des cours. Et avec ça, j'écris des livres qui n'ont jamais été... qui contiennent des informations qui n'avaient jamais été découvertes auparavant. Des codes, entre autres, des codes d'activation qui permettent d'activer des systèmes internes, un peu comme M. Grabovoy, un russe qui, lui, utilise des codes numériques. Moi, mes guides, ils les ont transformés en codes phonétiques. Et grâce à ces codes, on peut activer des systèmes internes, mais faramineux, quoi, des trucs que personne ne pouvait supposer que ça existait, quoi. Donc, et ces êtres-là, si on prenait conscience qu'ils existent et qu'on fasse l'effort de communiquer avec eux, ce qui pour moi nécessite beaucoup moins d'efforts que d'apprendre à jouer du piano, par exemple. D'après moi, ça doit nécessiter un effort d'une demi-heure par jour d'exercice, alors que dès qu'on joue d'un instrument de musique, c'est au moins 1 heure par jour. Si on décide de vouloir communiquer avec ces êtres, et qu'on fait quelques stages et qu'on s'entraîne 1 heure par jour, au bout de 3 mois, on communique. Et là, on peut avoir accès à des informations extraordinaires, dans tous les domaines. Parce qu'il y a des spécialistes de tous les domaines dans le monde invisible. Spécialistes de, je sais pas moi, des pierres, des plantes, spécialistes de toutes sortes de choses qui nous entourent. Et justement, vous dites donc que les esprits collaborent avec nous, etc. Mais il me semble aussi qu'ils peuvent nous aussi éventuellement nous aider à nous soigner si on a un problème, par exemple. Oui, par exemple, s'il y a une entité qui s'accroche à vous, si vous appelez votre ange gardien ou un archange, il peut la faire monter dans la lumière. Si vous avez un parasite, vous appelez votre dragon, il va vous l'enlever. Si vous avez une entité interne, ça va être Maître Sananda, par exemple, Maître ascensionné qui va l'enlever. Pour chaque petit problème énergétique, il y a une réponse par l'intermédiaire d'une présence. Il y a des présences même qui vont dépolluer l'eau de votre corps, d'autres présences qui vont vous enlever des implants. Et j'ai, comme on va dire, disons que j'ai mis au point un système d'équilibrage énergétique où on va enlever tous les parasites, tous les freins qu'il y a dans notre corps, en utilisant les compétences des présences que nous connaissons et qui sont d'accord pour collaborer. En échange de quoi, évidemment, il y a toujours un échange. On fait aussi des offrandes à ces présences pour les remercier, mais aussi on collabore avec elles. Des fois, elles souhaitent que leur lieu soit purifié, qu'elles ont des petites exigences, de choses qu'elles ne peuvent pas faire, que nous, les humains, on peut faire. Donc il y a vraiment un échange, quoi. C'est pas la sens unique. Mais eux, ils sont beaucoup plus, on va dire, dans le don, dans l'amour, dans le sens où ils souhaiteraient que nous prenions conscience que nous ne sommes pas seuls, qu'ils existent, qu'ils sont merveilleux, qu'ils sont pleins d'amour, qu'ils sont disponibles, patients, et qui sont toujours prêts à nous aider, quoi. On est entouré d'êtres merveilleux, quoi. C'est dommage de rater ça. Ça vaut vraiment le coup de passer un moment, faire un petit stage. Ça change sa vie, hein. Après, c'est sûr, une fois qu'on communique avec ces présences, et moi je le vois, c'est 2 heures par jour, au moins 3 heures. Hein. Il y en a le matin qui arrive, à midi, le soir. Il y a tout le temps quelqu'un qui vient me dire un truc. Ça peut être des informations qui m'intéressent, parce qu'elles ont jugé que ça m'intéresserait. Ça peut être pour me dire, ta maman est malade, tu pourrais regarder à distance, tu devrais lui faire un soin. Ça peut être une information même, ou alors attention, la pluie, les radioactives ne sont pas aujourd'hui. Ça m'est déjà arrivé une fois. Ils peuvent nous avertir de plein de choses, ou alors ils viennent me voir parce qu'il y a un endroit qui a un mauvais truc, il faut que j'aille le nettoyer. Ils savent que je suis géobiologue, que c'est mon métier, quoi. Donc j'ai plein de copains. Et comment est-ce qu'ils nous perçoivent? Ben eux, alors ça dépend qui.
il y a par exemple certaines races d'êtres qui viennent des étoiles aussi, qu'on peut rencontrer sur notre planète, qui eux nous perçoivent comme un peu des dégénérés, il faut le dire. Hein. Parce que bon, quand ils regardent la race humaine, ils se disent c'est une race qui s'autodétruit, qui détruit sa propre planète. Donc pour certains, on est des dégénérés. Pour d'autres, ils ont pitié, ils se disent bon, on va essayer de les aider, ils vont quand même arriver à s'en sortir. Il y en a quand même beaucoup qui ont un bon fond. Donc il y en a qui essayent de nous aider. Les dragons, ils étaient un peu découragés, mais maintenant ils reviennent sur le devant de la scène. Pendant des siècles, ils sont restés sous terre, ils ne voulaient plus voir des humains, ils en avaient marre. Il y avait sans arrêt des guerres et tout. Bon, ils étaient un peu découragés. Là, maintenant, ils aiment tellement cette planète qu'ils ont décidé de revenir sur le devant de la scène avec des jeunes comme celui qui a écrit le film des dragons, le livre des dragons, là par exemple, qui était, je pense, un initié des dragons. Et les dragons sont vraiment maintenant remontés à fond pour aider les humains. Il y a des races qui viennent d'autres planètes qui veulent aider les humains. Il y a les extraterrestres qui vivent dessous et qui veulent aider les humains à se réveiller, en se disant que s'il y en a beaucoup qui se réveillent, ils vont peut-être arrêter de polluer leur planète, ils vont peut-être prendre conscience qu'il faudrait peut-être avoir un peu plus de respect pour la nature, etc. Et il faudrait peut-être arrêter de faire péter des bombes nucléaires souterraines et de faire des centrales nucléaires, parce que ça pollue tout le monde. Hein. Donc même ça pollue on va dire, des zones de fréquence où ces êtres vivent. Donc ils sont atteints par la pollution subtile que peut émettre des centrales électriques nucléaires ou des choses comme ça. Donc ils se disent, mais ils sont vraiment fous les humains, quoi. Faut qu'ils arrêtent, quoi. Donc je pense qu'ils sont passés à travers plein de gens comme moi, d'artistes ou de géobiologues ou de chamans ou de médiums, de channels, de gens comme ça qui reçoivent des messages pour arriver à essayer de dire mais il faut se réveiller là, il faut regarder, vous avez un corps, ça fonctionne, il faut arrêter d'utiliser que 4% de votre ADN. Il y en a quand même des scientifiques qui disent que les 95% c'est de la poubelle, c'est pas vrai. Les 95% c'est le clair ressenti, c'est la clairaudience, la télépathie, la médiumnité. Tous les sens qu'on a oubliés, en fait, ça fait partie des capacités que nous possédons. Donc les êtres invisibles, ils disent, réveillez-vous, faites quelque chose, et étudiez un peu votre corps au lieu de regarder des matchs de foot. Et la télé, arrêtez-la et branchez-vous sur vous, regardez comment vous fonctionnez, et puis vous comprendrez qu'il y a des choses invisibles autour de vous qui sont beaucoup plus intelligentes que vous, et que vous ignorez, quoi. Et donc on pourrait presque dire un manque de respect, nous les humains, que nous avons vis-à-vis de ces différentes hiérarchies. Parce que le fait de les ignorer, c'est comme si on avait des voisins qui ne parlait jamais, quoi, je veux dire. Et là, ils sont partout autour de nous. Bon, d'ailleurs, là, il doit y en avoir là, qui m'écoutent. Je dis, bon, on va voir ce qu'ils racontent. Ah oui, Vous avez parlé des ondes, est-ce que il y a des moyens pour s'en protéger? Alors, on a des moyens bioénergétiques pour mettre des protections, mais ça arrive à protéger jusqu'à certains corps subtils que nous possédons, mais pour protéger le corps physique, il faut des fois des matériels physiques. Donc bon, moi je sais que j'utilise des appareils qui fonctionnent sur la biorésonance, c'est des appareils Rayonex et que j'ai mis sur mon blog. Parce que je trouve, après avoir essayé des tas d'appareils, ceux-là, je trouve qu'ils sont bien. Et on peut neutraliser ainsi les ondes basse fréquence et haute fréquence avec des genres de résonateurs qu'on branche sur la terre, sur le circuit de terre de la maison. Ce qui fait que ça neutralise toutes les Wi-Fi, les téléphones, les ondes, les radars, les fours à micro-ondes, enfin toutes les pollutions que nous avons créées. Une partie donc de ces pollutions peuvent être neutralisées par des appareils. Mais après, en géobiologie, on enlève aussi des entités, des mémoires, des phénomènes subtils. Hein. Au départ, la géobiologie, c'était pas l'électronique, ça n'existait pas. Avant, ça s'appelait la science tellurique, c'était la science des réseaux, des vortex, des cheminées, des courants telluriques, toutes les lignes. C'est très complexe en même temps, la géobiologie, très très complexe. Moi, c'est ma passion, la géobiologie et aussi la communication et les présences. D'accord. Justement, vous avez parlé des esprits de la nature, des anges et par exemple des extraterrestres. Du coup, quel serait le mot pour eux? Ce serait présence le mot pour eux? Alors pour eux, oui, j'appelle tout ce qui est positif, j'appelle ça des présences, et tout ce qui est négatif, des entités. Pour bien faire la différence entre les présences positives et puis les entités, ça peut être des entités humaines, des entités animales, des entités qui viennent de très loin, on va dire.
des entités qui viennent de sous-sol aussi, enfin il y a des entités aussi qui, voilà, il n'y a aussi pas que des bonnes présences, on va dire. Mais bon, on a des systèmes que l'on a mis au point grâce à nos guides, grâce à des guides qui ont, entre autres les guides qui nous guident pour la connaissance du corps humain. On a mis des systèmes au point qui fait que quand on les active à nous, ça crée un champ d'énergie tellement positif qu'aucune présence négative ne peut rentrer dans ce champ d'énergie. Ce qui fait que quand on appelle un être invisible, bon là c'est fixé sur un petit moudra comme ça, donc c'est tout un système qui s'active, entre autres le thymus, qui fait que ça crée un champ d'énergie où aucune présence négative ne peut pénétrer, donc du coup après on peut parler en toute sécurité avec des présences positives. Parce qu'il pourrait y en avoir aussi des négatifs qui veulent se faire passer pour des positifs, et ça c'est le piège, et donc on a mis des systèmes au point qui vont faire que on est protégé de ça. Mais il faut quand même rester vigilant, toujours faire on va dire, ces activations au préalable, afin de ne pas se faire abuser par des présences négatives qui voudraient se faire passer pour nous jouer des tours, par exemple. Tout un truc. Et pour en revenir aussi à la géométrie sacrée, comment est-ce que, enfin, en quoi justement la géométrie peut être sacrée? Alors, justement, on peut se demander, mais la géométrie, pourquoi serait sacrée? Mais parce que l'univers est géométrique. L'univers est agencé selon une géométrie fractale, on pourrait dire. Et cette géométrie, elle est régie par des proportions qui sont principalement, on va dire, issues du nombre d'or, d'un rapport. Donc il y a des proportions, des formes géométriques. Chaque forme géométrique a un effet. D'ailleurs, on ne s'imagine pas, mais là il y a une forme géométrique, ça a un effet sur nous. Et l'univers est constitué d'une géométrie sous-jacente que l'on ne voit pas, bien que si on regarde la coquille d'un escargot, des coquillages, on la retrouve, cette géométrie du nombre d'or. Donc les anciens qui avaient observé que toute la manifestation était, on va dire, issue de lois géométriques, de proportions, se sont dit que si on utilisait ces géométries pour réaliser des bâtiments, on pouvait les mettre en résonance à la fois avec le microcosme et le macrocosme. Et en fait, un bâtiment, pour qu'il soit sacré, on pourrait dire qu'il y a deux solutions. Soit vous le construisez avec une géométrie qui est en relation avec l'univers, et le bâtiment va rentrer en résonance avec le ciel et avec la terre, soit à la limite, vous prenez n'importe quel bâtiment et puis vous créez un temple à l'intérieur, vous priez, vous faites venir des divinités, vous leur faites des offrandes, et là il va être sacralisé par les présences. Donc, mais en général, souvent quand on crée un bâtiment, comme une église romane basée sur la géométrie sacrée, il y a aussi les présences. Donc là il y a la géométrie sacrée plus les présences. Donc la géométrie, si elle était un peu mieux utilisée, oui, on pourrait construire des bâtiments qui sont en résonance avec le vivant, on pourrait dire. Biodynamique, on pourrait dire. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos ouvrages? Alors oui, effectivement, j'ai écrit 6 livres, un peu plus parce que j'en ai écrit d'autres avant sur les hommes, mais sans compter ce que j'avais écrit sur les hommes. Le premier, c'était sur les esprits de la nature. Alors bon, auparavant, j'avais écrit que des trucs techniques sur les constructions d'hommes, l'architecture et tout ça. Donc, quand les esprits de la nature ont voulu que j'écrive mon premier livre, je leur ai dit, écoutez, je ne suis pas écrivain. Et il y avait une fée qui m'inspirait, qui me disait, si, il faut à tout prix le faire. Alors j'étais là, bon. Elle me dit, bah, écoute, donc j'entendais un peu par télépathie, puis je correspondais par clair ressenti. Elle me dit, tu n'auras qu'à écrire que les chapitres, les titres, pour l'instant. J'écrivais le sommaire, quoi, en gros. Elle me donnait le sommaire, et puis en fait, un jour, je me disais, tiens, sur ce truc-là, j'ai quelque chose à dire. Je commençais à remplir. Puis petit à petit, le livre s'est rempli, puis ça a fait un premier livre sur les esprits de la nature. Donc les esprits de la nature étaient hyper contents. Pour eux, c'était fantastique. Enfin, quelqu'un qui pouvait dire que ça existe, qu'on pouvait les mesurer, que c'était pas des légendes. Ils en avaient marre d'être pris pour des légendes à la fin. Bon, c'est normal. C'est bien beau les légendes, mais puisqu'ils existent vraiment, c'est con de penser que c'est des légendes quand même. Au bout d'un moment, ils en ont marre, ils ont dit non, mais il faut qu'il y ait quelqu'un, géobiologue, qui dise on existe par A plus B, on va le prouver, on peut les mesurer, la taille, la dimension. Alors moi, comme je suis, voilà, j'aime bien l'organisation, donc je les ai mesurés, la hauteur, la dimension, quel chakra ils activent, etc. Ça a été classé par A plus B, le truc carré. Donc ça jamais c'était arrivé avant. Les gens qui avaient parlé des esprits de la nature, ils avaient parlé, ils les avaient rencontrés, ils avaient vécu des expériences mystiques avec eux, mais
Le truc carré, là, non, jamais. Alors donc là, ils étaient super contents. Enfin, pour eux, d'ailleurs, ils m'appellent le scientifique de la monnaie visible. Alors que je ne suis pas scientifique, mais pour eux, je suis scientifique. Donc, des fois, ils se moquent de moi, surtout les archanges, parce qu'ils trouvent que je suis trop scientifique. Mais bon, oui, parce qu'ils ont de l'humour. Et donc, premier livre, c'était ça sur les esprits de la nature. Finalement, au bout d'un an ou deux, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai rencontré des anges, des archanges et tout. Et les autres, ils ont dit, oui, nous, il faudrait peut-être que tu parles aussi de nous. Donc j'ai écrit un deuxième livre, Présence invisible, gardienne de la Terre. Alors c'était les divinités, les archanges, les anges, les débats de la nature. Donc c'était ça le deuxième livre. Après le troisième livre, donc en plus de ça, dans chaque livre, il y avait quand même de la géobiologie, à chaque fois, des trucs que j'avais découverts en géobiologie, des vortex, des réseaux, des ley lines. Il y avait une partie sur les esprits de la nature et une partie sur la science théorique, on va dire. Après, le troisième livre, c'était un roman, en fait, qui s'appelle Chronique de l'Ascension. Mes guides m'avaient envoyé au Costa Rica faire des recherches, et en Guadeloupe, et finalement, il m'est arrivé des tas d'aventures, parce qu'une fois qu'on communique avec des présences, c'est fini, vous ne pouvez plus voyager cognito. Hein. Déjà, en Guadeloupe, je m'étais dit, bon, je vais passer des vacances pendant... j'appelle personne, je vais être discret. Mais genre, bon, j'arrive dans un lieu pour dormir, de suite, je regarde quand même s'il n'y a pas de mauvaises choses. Et puis, s'il y a une mauvaise chose avant de déplacer, j'appelle quand même le gardien du lieu pour voir si j'ai l'autorisation. Et le gardien du lieu, si on commence à lui parler, les esprits autour, ils savent que quelqu'un a parlé. Finalement, au bout de 3 jours, le gardien de l'île sait que quelqu'un a parlé et qu'il s'est communiqué. Donc finalement, au bout de 3 jours, j'avais l'archange, je ne sais plus lequel c'était, l'archange gardien de la Guadeloupe qui vient me voir, qui me dit « Oui, il y a un problème par ici, est-ce que tu pourrais pas aller voir ?» Puis finalement, ça n'a pas arrêté, quoi. Et au Costa Rica, c'était pareil, des aventures sur des aventures. Donc j'ai tout enregistré, parce qu'il y avait tellement d'échanges de communication, je me suis dit « Jamais je me rappellerai », donc j'avais un petit enregistreur, j'ai enregistré tout. Et puis le soir, j'ai tapé ça sur mon ordinateur, en essayant de me rappeler un peu des circonstances, on va dire, visuelles dans lesquelles c'était arrivé, quoi. Et j'écris comme ça, en fait, un livre qui relatait 3 mois d'aventure qui m'étaient arrivés dans les pays tropicaux. Puis à la fin, je me suis dit, oh, mais si j'écris, si je dis que c'est vrai, ils vont me prendre pour un fou. Moi, je me suis dit, bon, c'est pas grave. J'ai rien. Mais après, je me suis dit, bon, mes guides, ils m'ont dit, t'as qu'à dire que c'est un roman. Alors j'ai mis roman de science-fiction initiatique, parce qu'effectivement, il y a des enseignements, il y a de tout. Et puis, voilà, après, les gens prendront ce qu'ils veulent. S'ils veulent croire que c'est un roman, mais ils le prennent comme un roman. Si, ben, les gens qui me connaissaient savaient bien que c'était à 99% vrai, 0,9, on va dire. Mais... du coup, ça a été mon 3e livre, un roman en fait. Après, j'avais même, du coup, je m'étais dit, parce que Chronique de l'Ascension, des chroniques, on suppose qu'il y en a beaucoup. Effectivement, j'en ai enregistré un 2e, un 3e, mais après, j'ai jamais eu le temps de les réécrire. J'ai déjà pour écrire au moins 3 livres sur la suite des Chroniques de l'Ascension. Et là, ce qui était étonnant aussi dans le livre, c'est que quand je l'ai remis au propre chez moi, sur l'ordi, pour faire tourner bien les phrases, etc., parce que moi, je ne suis pas très fort en français. Des fois, il me faut revenir 3-4 fois pour arriver à ce que ce soit bien. Les guides m'ont dit, ah ben, ce qui serait bien, c'est que tu mettes des petits mots dans ces livres qui seraient cachés. Alors genre le nom d'un village ou le nom d'un dragon, ou le nom de quelque chose voilà, que personne ne connaît. Et ce mot-là, ça va être un mot magique, que quand les gens vont le lire, ça va provoquer quelque chose chez eux. Ça va activer le feu du cœur, ça va activer un système interne, ça va faire activer la Merkaba, ça va faire venir une fée, ou ça va faire venir un dragon purificateur, enfin. Et donc là, c'est ce premier roman, ils m'ont donné 17 mots magiques à glisser dans le roman, on va dire, qui provoquent des effets sur le lecteur. Et c'est assez... c'était un roman un peu spécial, quoi, du coup. Non seulement les aventures sont complètement extraordinaires, mais il y a des effets qui sont provoqués, quoi, quand on le lit. C'est assez... Ça, donc, c'était le 3e livre. Après, qu'est-ce que j'ai fait comme livre? Donc, il y a eu ces 3. Le 4e, c'était lequel j'ai fait... alors, j'ai fait... Après, j'ai écrit un livre sur les soins. J'appelais ça soins chamaniques et bioénergétiques.
puisque ma méthode d'équilibrage, en fait, repose à la fois sur des techniques bioénergie et sur la compétence de présence invisible qui viennent donner des soins, des coups de main. Donc j'ai fait un livre, mais là celui-là il est tellement, on va dire, il faut être un peu initié, il faut avoir fait des cours. Donc celui-là il n'est pas proposé au public. Après j'ai écrit un livre sur l'explorateur de l'invisible. Donc c'est un petit livre où là il y a tout le résumé de tous les genres de présence qu'on peut rencontrer, tous les phénomènes géobiologiques, des biomètres. Ça c'est le genre de bouquin à avoir toujours sur soi dans son petit sac. Dès qu'on trouve quelqu'un, une présence, un phénomène, on se dit ben, c'est quoi ça? Ben, attends, on va voir sur le livre, alors telle hiérarchie, telle présence, telle dimension. C'est comme un petit manuel de communication avec le monde invisible, avec la liste des présences grand public, entre guillemets, parce qu'évidemment, toutes les présences ne souhaitent pas être présentées dans des livres. Donc j'ai un second manuel, on va dire, secret, entre guillemets, où là je note des présences qui ne souhaitent pas être présentées. Mais déjà dans l'explorateur, il y a déjà plusieurs centaines de présences qui sont nommées, qui sont présentées, et que tout le monde peut appeler, convoquer ou invoquer pour faire des soins ou quelque chose comme ça, quoi. Donc ce livre, l'explorateur, c'est un livre qui sort tous les 2 ans, parce qu'il est remis à jour tous les 2 ans. Et puis après, le dernier livre que j'ai fait, qui d'après moi est le plus extraordinaire, c'est « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Alors déjà ce livre, je ne voulais pas qu'il s'appelle comme ça, je voulais qu'il s'appelle « Les mystères du corps humain », parce que ça parle que du corps humain. Mes guides m'ont dit non, c'est pas ce titre, ça, tu vas l'appeler « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». C'est gonflé, ça, c'est le truc qui a écrit sur le fronton du temple de Delphes, tout ça. Alors c'est Socrate, paraît-il, qui l'a écrit. Donc je me suis dit, il faut peut-être demander l'autorisation à Socrate. Socrate, c'est un maître ascensionné, on peut l'appeler. Alors j'ai demandé, Socrate, il me dit, non, mais lui, il avait écrit, il m'a dit, j'ai écrit que connais-toi toi-même. Il me dit, c'est quelqu'un d'autre qui a rajouté le reste. Pas d'objection à ce que j'utilise ce titre. Et les guides m'ont dit, oui, mais attends, c'est une trilogie que tu écris là. Donc tu vas mettre tome 1. J'ai dit, oui, mais les tomes 2, 3, il dit, cherche pas, tu les auras. Comme j'ai mis 2 ans à écrire le premier, bon, peut-être que le tome 2 il me faudra 2 ans aussi, je ne sais pas trop encore. Je pense que ça va parler plus de géobiologie, enfin de géobiologie terrestre. L'histoire, c'est que je m'étais dit, bon, il faut que, puisque je me sers de mon corps pour interpréter le monde invisible qui m'entoure, il faut que je décrive comment il fonctionne ce corps, comment les plans, les machins, les principes et tout. Mais les guides qui sont venus, qui sont des guides de l'intraterre, sont venus me voir et me dire mais on a plein de choses à t'apprendre que tu ne connais pas. Ok, alors c'est quoi? Alors des combinaisons, des trucs, quel chakra nous possédons, des chakras externes, souterrains, extérieurs, au-dessus de nous, des chakras mineurs. Ils m'ont tout décrit. J'ai mis 2 ans à capter tous les codes. Bon, j'ai fait aussi pas mal d'expériences pendant 2 ans parce qu'il faut expérimenter tout ce qu'on reçoit avant de l'écrire sur un livre. Donc j'ai fait plein d'expériences avec mes élèves, avec d'autres formateurs, avec des gens qui avaient différentes capacités de perception. Et du coup, ça a donné un livre complètement extraordinaire. Parce que oui, en plus de ça, non seulement ils m'ont donné tout comment ça fonctionnait, après ils m'ont dit qu'on pouvait faire des combinaisons. Des combinaisons, alors genre t'actives telle glande, t'actives la glande pinéale plus le thymus plus le méridien de l'estomac par exemple, je dis n'importe quoi, mais hop, ça va produire tel effet. Et ils m'ont donné des tas de combinaisons d'activation, alors j'ai dit comment on les active, alors ils m'ont dit tu peux les activer en disant j'active la glande pinéale, mais si tu veux les activer à fond, il faut dire le code. Je dis ah bon, quel code? On va te le dire. Le code, il est dans ton ADN, mais tu ne le connais pas, les humains ne le connaissent pas. Mais eux, les êtres de l'intraterre qui vivent, les civilisations de l'intraterre, qui ont, ils m'ont dit qu'elles vivaient depuis plus de 50 000 ans dans la Terre, elles ont une connaissance fabuleuse, elles ont des bibliothèques recelant plein d'enseignements, et mon guide, chaque fois je lui demandais alors est-ce que tu pourrais me donner le code de ceci? Il y en a une partie qu'il connaissait et d'autres combinaisons qu'il allait chercher, il partait, il revenait une demi-heure après, il avait la combinaison pour faire ceci, pour faire cela. Déjà, ils m'ont bien épaté avec ça. Et en m'apprenant aussi des systèmes dont on ignore, mais complètement l'existence.
par exemple le système Lanzanu. Déjà le nom, Lanzanu, c'est un système que nous possédons au niveau du plexus solaire. Quand on demande, par exemple, j'active mon système Lanzanu, ça va faire sortir un genre de cône éthérique. On pourrait imaginer comme un rouleau de ficelle, on va dire. Et il suffit qu'on se branche sur quelque chose, le cordon va aller sur la chose. Le cordon va aller, par exemple, si je suis dans un supermarché et que j'active Lanzanu, mettons je suis devant un rayon de vin. Vous voyez, un rayon de vin, généralement, ça fait 10 mètres de large, c'est un supermarché de 2 mètres de haut, donc il y a 500 bouteilles. Pour choisir le vin, je ne vais pas y aller une bouteille une par une. Je dis à Lanzanu, je sors mon Lanzanu et je demande qu'il aille sur la bouteille la plus vibratoire, celle qui est la moins polluée, qui contient le moins de produits chimiques. Ça y va. Après, j'ai plus qu'à sentir où va le lien. Ça va, j'attrape la bouteille, je la teste, c'est la plus vibratoire. Mais vous pouvez faire ça pour tous les produits qui vous entourent, pour plein de choses. Mais ce système-là, personne n'en avait jamais parlé, moi-même je ne savais pas que ça existait. Si eux ne me l'avaient pas dit, voilà. Et il y a plein de trucs dans notre corps humain qu'on ne connaît pas, qui sont là, qu'eux nous révèlent. Eux, ils connaissent notre corps humain, ils ont une science qui date depuis les Atlantes. Ils étaient là au temps de l'Atlantide, ils étaient là il y a 50 000 ans. Donc ils ont une connaissance faramineuse. Donc ils m'ont enseigné ces choses-là que j'ai retranscrites dans mon livre. Ensuite, il y a un archange qui est venu, l'archange Sandalphon, l'archange Métatron, et la séphira Keter, une autre présence spirituelle qu'on appelle une séphira. Et ces deux présences sont maîtresses d'initiation. Et elles m'ont dit, ça serait bien que tu mettes comment arriver à être initié en pratiquant certains exercices. Déjà, j'ai dû les pratiquer moi-même pour monter mon niveau vibratoire, on va dire. Et l'histoire, c'est que ces initiations, de nombreux êtres en ont parlé, comme Rudolf Steiner, il a écrit un livre sur l'initiation, Maître Ivanov, plusieurs maîtres spirituels parlent d'initiation. Mais à leur époque, ils n'avaient pas le droit de révéler comment on pouvait accéder à l'initiation. Et à notre époque, j'ai eu l'autorisation. Donc c'est la première fois où, dans un livre, c'est clairement écrit comment arriver à accéder à l'initiation en faisant des exercices pendant un an environ. Ça, c'était un truc complètement nouveau aussi dans le livre. Ce livre-là, il est complètement étonnant. Hein. J'ai des retours extraordinaires de gens qui l'ont lu, qui ont vécu des expériences. Ah oui, un truc qu'on a vécu qui est pas mal intéressant quand même, c'est que tous nos points d'acupuncture, même les méridiens, peuvent s'activer. Et si par exemple j'ai un point d'acupuncture ici, au méridien maître du cœur par exemple, si je sais que c'est le point numéro tant, je peux dire j'active tel point de tel méridien, ça va s'activer, ça, il va y avoir un peu d'énergie qui sort. Genre ça va s'activer à 300%. Si on plante des aiguilles, j'ai fait des expériences, j'ai des élèves qui sont donc acupuncteurs professionnels, qui ont même fait des études en Chine et tout. Si on le fait avec des aiguilles, le point va s'activer à 700 ou 800%. Si on dit le code, le point va s'activer à 1500%. 2 fois plus qu'avec une aiguille. De plus, il y a des codes qui activent tous les méridiens. Or, les acupuncteurs ont beaucoup de mal pour activer un méridien entier. Il faudrait qu'ils piquent les deux extrémités. Enfin, ils peuvent y arriver sûrement, par des méthodes plus ou moins cachées d'ailleurs, parce que les maîtres chinois taoïstes n'ont pas tout révélé. Mais là, avec des codes, on peut arriver à faire mieux qu'avec des aiguilles, simplement en prononçant des mots. Donc le jour où, je veux dire, les acupuncteurs s'apercevront que c'est possible de réaliser ça, ça va révolutionner l'acupuncture d'après moi. Et c'est des trucs comme ça qu'il a écrit dans ce bouquin, il y a des trucs révolutionnaires. Et encore, là je sais pas, il y a 120 pages peut-être, je ne m'en rappelle plus, non un peu plus. Mais en tout cas, j'ai eu 22 pages censurées par les présences. Quand j'ai écrit mon livre, on me dit « Ah non, ça on ne peut pas le dire au grand public ». J'avais tout un paquet de pages que j'ai dû retirer, interdit de le dire pour l'instant. Je peux le dire en stage, dans certains stages, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire encore. Enfin, il y a quand même déjà là, un paquet de connaissances. Le gars qui lit ce bouquin, il y en a moins pour 2 ans à l'assimiler. Moi j'ai mis 2 ans à l'écrire, mais il y en a pour un moment à l'intégrer. Ça, et je continue donc mes recherches, tous les jours je découvre des nouveaux trucs. Ouais. Ça me passionne.
Et est-ce que, par exemple, Guy, vous aurez dit quelque chose par rapport à l'origine des êtres humains, par exemple? C'est des questions que j'ai pas trop abordées. Apparemment, nous aurions quand même, il y aurait eu des interventions extraterrestres sur notre ADN, il y a eu des interventions spirituelles par des Elohim, des grandes divinités, il y a eu des interventions d'êtres venus des étoiles, et on n'aurait pas été formé d'un seul coup, quoi. Il y aurait eu plusieurs séquences d'intervention, et ça rejoint un peu, comment il s'appelle celui qui a écrit, enfin, je me rappelle plus, il y a un écrivain qui a écrit pas mal là-dessus, sur avant que les humains soient sur Terre. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Bon, j'ai pas le nom qui me revient, mais enfin il y a eu des interventions et voilà, notre ADN, d'après moi, a été comme bridé, on va dire. C'est-à-dire ils nous ont sur 100% d'ADN, bon, mais là les scientifiques ont raison, on n'en utilise que très peu, que 5%, peut-être 10% pour les meilleurs. Et voilà, on est comme bridé. Et en fait, l'évolution actuelle fait que voilà, on a le droit d'accéder à d'autres parties, d'autres capacités, d'autres possibilités qui nous sont ouvertes maintenant, alors qu'avant ça n'était pas. Donc on est, je pense, à un tournant majeur de l'évolution, mais qui est aussi borderline parce que on voit bien que la planète est en train de se faire massacrer, enfin, comme on le sait tous, quoi. Donc c'est une période spéciale. Mais bon, c'est en même temps une période où tout va très vite, aussi bien dans le mauvais côté, mais aussi bien dans le bon. C'est-à-dire qu'avant, pour être initié, avant, il fallait faire 20 ans de jeûne, d'exercice, de trucs ascétiques, de trucs terribles. Et maintenant, en 6 mois d'exercice ou à 1 an, on peut y arriver. C'est-à-dire que ça va beaucoup plus vite. Et il y a beaucoup de présences qui veulent s'incarner maintenant, parce qu'elles savent que ce qu'on vit, c'est extraordinaire. On a une perspective, enfin une capacité d'évoluer à une grande vitesse actuellement, qui ne s'est jamais produite depuis des milliers d'années, je pense. Donc, en même temps qu'on vit la destruction de tout ce qui nous entoure au niveau planétaire, on vit en même temps l'éveil collectif à travers des capacités nouvelles qui nous sont offertes, quoi. Donc c'est une aventure incroyable et que beaucoup d'êtres qui ne sont pas incarnés souhaiteraient vivre. Est-ce que vous pensez que l'alimentation a quand même un rôle à jouer justement sur notre évolution? L'alimentation, c'est primordial. Moi, si je donnais un conseil, ça serait de boire de l'eau la plus pure possible et de manger du sel le plus vibratoire et le plus pur. Parce que notre corps est composé d'eau salée, beaucoup d'eau salée. Et c'est grâce à l'eau salée que les cellules peuvent communiquer entre elles et avec l'ADN. Et que si on a une eau de très bonne qualité et un sel de très bonne qualité, eh bien, la communication entre tous les systèmes internes va s'établir d'une façon beaucoup plus dynamique et ça va permettre à nos capacités de pouvoir se développer beaucoup plus vite. Évidemment, ce que je recommande, c'est de manger bio, mais avant tout de savoir mesurer. Parce que dans le bio, on voit bien que de temps en temps, il y a des trucs qui ne sont pas bio. Et donc, il faut quand même être vigilant. C'est pas parce que vous allez dans un magasin bio que tout est bon, hein. Là, justement, hier, on a mesuré du thé bio radioactif. Voilà. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire la marque. Voilà. En tout cas, ça existe. C'est du thé qui vient de Chine. En tout cas, je peux dire. Voilà. Et donc, si vous buvez du thé chinois, testez-le bien. Vous l'abonnez parce que là-bas aussi, on sait très bien qu'il y a des problèmes. Donc, voilà. Pour moi, la nourriture, il faut d'abord que ce soit naturel. Et puis, l'eau et le sel, c'est très important. Mais le sel, on s'aperçoit que quand on va au restaurant, qu'on teste le sel, c'est l'horreur. Ça contient du fluor, des anti-agglomérants, toutes sortes d'additifs. Et ça plombe les gens. Donc les gens, ils ne savent pas que le sel, c'est mauvais. Ils s'en foutent, ils achètent du sel, ils mangent du sel, pour eux, c'est du sel.
Ils n'ont pas testé qu'il y a du sel qui vibre à 30%, il y en a qui vibre à... Là, on m'a donné de la fleur de sel de l'île Noirmoutier, elle vibre à 3500%. Donc il y a des énormes différences vibratoires dans le sel. Et si notre eau, parce que dans chaque corps humain, il y a à peu près 200 grammes de sel. Si notre eau, elle est salée avec du sel super vibratoire, et que c'est de la super eau très pure, ça fonctionne hyper bien. Donc les capacités se réveillent, on commence à fonctionner par télépathie, médiumnité. Mais c'est sûr que ça nous fait changer de paradigme. Ça fait peur aux gens. C'est normal, ça fait peur. Parce que tout d'un coup, vous vous apercevez que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des dragons, qu'il y a des fées, des lutins, des elfes, des licornes dans le jardin, enfin, toutes sortes de choses. Les gens, ça leur fait peur, mais en même temps, les gens qui viennent à un stage et qui ont le courage de faire ce pas, ça change leur vie. Hein. Alors, soit ils se disent non, je reviens dans la vie courante, je ne veux pas rentrer dans ce monde, c'est trop fou. Soit ils franchissent, ils font le pas, et là, ta vie est transformée. Tu ne vois plus le monde comme avant, tu ne sens plus les choses comme avant, tu as des capacités de ressenti qui s'améliorent sans arrêt. C'est fabuleux. Donc si j'ai un conseil, en tout cas pour la nourriture, c'est de boire de la bonne eau et de manger du bon sel. C'est simple, de l'eau et du sel. Mais bon, comme j'ai écrit dans un livre, le Christ a dit vous êtes le sel de la terre, le sel, le soufre, le mercure, les trois principes des alchimistes. Avec le sel, on fait de l'ormus, on fait presque la pierre philosophale. Le sel, c'est très important. Et ça, peu de gens savent. C'est bien, je profite pour le dire. Alors, pour moi, l'alimentation vivante, c'est principalement des aliments crus. Pourquoi? Parce que quand on les mesure, ils ont de l'énergie vitale. Et notre corps se nourrit aussi d'énergie vitale, il ne se nourrit pas que d'aliments physiques. Et pour moi, l'alimentation vivante, donc c'est des aliments crus ou alors lacto-fermentés, mais principalement crus. Alors je ne dis pas qu'on doit forcément manger 100% cru, ça dépend des régimes et des gens. Moi personnellement, je mange plutôt 70% cru, on va dire, et peut-être un peu moins en hiver. Et ça c'est un truc, donc déjà manger beaucoup de crudités et des fruits et légumes non traités évidemment pour éviter d'absorber des produits chimiques. Ça c'est la première chose. Ensuite je pense qu'il faut éviter certains poisons comme le gluten qui sont très toxiques à notre époque. On peut manger aussi des aliments à haute teneur en énergie, comme je l'ai mesuré dans les coques bio, on peut mesurer par exemple les légumes et les jus de fruits lacto-fermentés sont très très forts en énergie. Les graines germées aussi, très fort en énergie, les algues sont très fortes en énergie. Et il y a quelques produits comme ça qui sont excellents. La chose dont il faut tenir compte, c'est la provenance des fruits et des légumes que nous mangeons. Il vaut mieux que ce soit des fruits et des légumes qui soient locaux. Pourquoi? Parce que plus ils ont voyagé, moins ils sont adaptés à notre organisme. Et principalement quand c'est des fruits ou des légumes qui viennent d'autres pays, et là on a on a malheureusement ces fruits et légumes qui viennent d'autres pays passent aux frontières dans un système de ionisation, on va dire, qui permet officiellement de tuer les microbes et puis qui permet de rallonger davantage la durée de vie des aliments. Mais en fait ce système-là tue l'énergie vitale des aliments. Donc je ne vous conseille pas de manger des fruits et des légumes qui viennent d'autres pays, à moins qu'ils soient certifiés ne pas être passés dans ce genre de rayonnement. Donc voilà en gros pour l'alimentation. Et aussi je voudrais profiter donc de parler de ça pour mettre en garde donc les auditeurs que par rapport aux problèmes de radioactivité, parce qu'évidemment c'est encore tabou dans nos sociétés, les gouvernements je pense ne souhaitent pas dévoiler des problèmes liés à ce phénomène. Et pourtant, quand on sait mesurer, on s'aperçoit que les océans deviennent de plus en plus radioactifs. Et ce que j'ai fait, moi j'ai mesuré plusieurs fois les océans et je me suis rendu compte que la radioactivité qui était dans l'océan Pacifique il y a un an, maintenant elle est dans l'océan Atlantique, c'est-à-dire que l'océan Atlantique, le taux de radioactivité a augmenté. Du coup, les pluies provenant des nuages
qui proviennent même de l'océan, transportent aussi la radioactivité. Donc ça devient un problème maintenant planétaire, cette histoire, et peu de gens en parlent, du moins officiellement. Donc je dirais que par rapport à ce problème, il faut déjà éviter les produits venant d'Asie. J'ai remarqué que beaucoup de thé, entre autres, qui venaient de Chine ou d'Asie, contenaient beaucoup plus de radioactivité qu'on ne le suppose. Et puis, il faut apprendre à la détecter, cette radioactivité. Et donc on la détecte avec le plan vertical, qui se met en diagonale, donc c'est-à-dire qui penche d'un côté et puis de l'autre en bas. Donc ce plan, si on sait le tester, peut nous aider à détecter ce problème, ainsi que le thymus. Le thymus, donc, est une glande qui se trouve entre le chakra du cœur et le chakra de la gorge, qui se ferme en présence d'éléments radioactifs. Donc, grâce à ces deux tests, on peut déceler ce problème. Et, bon, ça c'est bien déjà d'arriver à déceler ce type de problème de façon à éviter de consommer ce genre de produits. Sinon, il y a aussi une solution qui existe à l'intérieur de notre corps, c'est d'activer un système interne que l'on appelle Morivia. Ça s'écrit M-O-R-I-V-H-Y-A. Morivia, en le disant 3 fois ce mot-là, on active un système interne qui dépollue la nourriture de tous les éléments chimiques, OGM, nanotechnologie, radioactivité, etc. Donc ça dure 7 minutes. Et il faut dire ce mot 3 fois, quelques minutes avant de manger, de façon à soumettre la nourriture à ce champ de purification, on va dire, qui permet donc de limiter les dégâts. C'est un code, effectivement, on s'est aperçu récemment que Morivia, si on le faisait en interne, c'est-à-dire en demandant 3 fois l'activation du Morivia interne, ça pouvait permettre d'enlever des éléments nocifs à l'intérieur de notre corps. Ça les draine et je pense que ça les amène dans nos selles. Donc ça c'est on va dire une solution naturelle pour éviter d'être contaminé par tous les poisons qui sont maintenant dans l'alimentation. Sur votre site internet, je vous ai vu aussi dans des vidéos en train d'apprendre un peu le ressenti avec des enfants. C'est quelque chose en fait qui s'apprend à tout âge ou comment? Oui, mais bon, quand tout à l'heure j'étais au restaurant, il y avait trois jeunes filles de peut-être 8-10 ans, elles étaient toutes sur leur... Elles ne parlaient plus. Elles étaient là avec leur machine, je me suis dit, ça y est, c'est foutu là. C'est-à-dire, si les enfants, dès le plus jeune âge, on leur apprenait la réalité de ce monde, ça serait très facile. Mais dès le plus jeune âge, si on les embringue dans des systèmes avec la télévision, les ordinateurs, les jeux électroniques, les machins, les téléphones, bon, c'est fini quoi. Au bout d'un moment, ils perdent... Après, il faut qu'ils peuvent le retrouver, c'est pas définitif, mais les enfants, oui, l'avantage, moi je vois quand j'ai un gamin de 12 ans qui suit un cours, il apprend 2 fois plus vite que ses parents, qu'il n'a pas de blocage. Il faut qu'ils aient au moins une douzaine d'années, parce qu'avant ils ont du mal à se concentrer, mais ils voient, il y en a qui voient déjà, quand ils sont tout petits, ils voient des choses. On leur dit que ceux qui voient, ben ça existe sûrement, ils vont continuer à voir, mais si on leur dit non, c'est de la folie, tout ça, ça n'existe pas, ben tu coupes ton gamin, à la fin il ne voit plus rien. Mais il y en a beaucoup, et de plus en plus les enfants qui s'incarnent aujourd'hui, ils ont, genre c'est comme les ordinateurs, maintenant quand on achète un ordinateur, il a un disque dur de 500 Go, avant il n'en avait que de 50, 10 Go, même pas c'était... Mais les enfants c'est pareil, maintenant ils naissent avec des capacités totales, quoi, des trucs, il y en a qui sont vraiment initiés déjà, il y a plein d'initiés qui se réincarnent, oui c'est extraordinaire au niveau des enfants. J'adorerais avoir donné plus de cours aux enfants, mais c'est difficile. Et pour finir, par rapport à vos stages, il y a différentes sortes de stages? Alors oui, en fait, il y a un premier stage commun, c'est le clair ressenti, c'est pour apprendre les méthodes de clair ressenti, donc ça dure 2 ou 3 jours. Il peut même y avoir 2 fois 2 jours, parce que des fois, en un seul jour, ça ne rentre pas assez, enfin, un seul week-end. Donc disons qu'au bout de 3 ou 4 jours, vous êtes clair ressentant. Genre à 95% des gens. Il y aura peut-être sur 20 personnes, une personne qui a vraiment des gros blocages, il faut lui faire plein de soins avant qu'elle y arrive. Mais,
Après, une fois qu'on a le clair ressenti, on peut s'orienter vers 3 voies différentes, on va dire. Soit la géobiologie, la science tellurique. Donc là, il y a 6 stages différents de 4 jours, ce qui fait à peu près 25 jours de formation pour être un géobiologue avec les méthodes que je pratique. Soit après, c'est pour faire de l'équilibrage énergétique. Donc là, c'est 3 stages de 4 jours, plus un stage quand même de géobiologie de base. Bon, il faut à peu près une vingtaine de jours de formation pour être thérapeute, bioénergéticien, on va dire. C'est-à-dire pratiquer des équilibrages énergétiques, mais en communiquant avec l'ange gardien du patient, en communiquant avec son guide principal, avec toutes sortes d'êtres qui le connaissent. Parce qu'en fait, en réalité, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a au moins une vingtaine d'êtres invisibles qui vous connaissent. Parce que vous avez déjà 3 anges gardiens solaires, un ange gardien lunaire, vous avez vos guides. Alors on n'en a pas qu'un, on a le guide principal, mais on peut avoir un guide spirituel, on peut avoir un guide pour une activité d'arts martiaux par exemple, on peut avoir un guide pour une activité artistique, pour une activité de... Vous avez peut-être un guide pour votre association, enfin on a des guides, plusieurs guides en général, qui vous connaissent aussi. Après vous avez vos animaux totems, et on n'en a pas qu'un, on a plusieurs animaux totems, et on a aussi des plantes totems et des minéraux totems. Et tout ça ce sont des esprits avec qui on peut communiquer. Donc il y en a en gros une vingtaine qui nous connaissent, plus les êtres de la maison, là où vous habitez, les gardiens du lieu, les esprits du jardin, qui vous connaissent aussi parce qu'ils vous voient souvent. Donc ça fait quand même un paquet de monde qui vous connaît et que vous ne connaissez pas. Ça c'est un problème, c'est unilatéral, on va dire. Eux ils vous connaissent, mais nous, bon. Donc l'équilibrage énergétique, géobiologie, et puis le 3e secteur, c'est la communication avec le présence. Donc c'est... On pourrait dire c'est des stages sur les débats de la nature, sur les guides spirituels, sur les maîtres ascensionnés, sur les anges, sur les divinités. Enfin, il y a des stages aussi de communication où on apprend la communication avec les présences. Et c'est vrai que c'est quelque part c'est les plus étonnants, on va dire, les plus merveilleux d'apprendre à communiquer. C'est un peu un rêve que tout le monde a de se dire qu'on pourrait communiquer avec des présences invisibles. Et c'est vrai que c'est pas inaccessible. Je pense que tout le monde peut y arriver. Ouais. Pour certains, il faut faire quand même des soins pour qu'ils soient bien clean avant. Parce que si on n'est pas clean, si on a des problèmes émotionnels, des problèmes mentaux, ou des problèmes énergétiques, ou des problèmes même dans les corps spirituels, ben, ça va occulter notre ressenti et ça va le perturber. Du coup, ça crée des blocages. Donc on est obligé de faire des équilibrages énergétiques des fois à nos élèves pour qu'ils arrivent bien à se servir de leur corps qui est leur instrument de mesure en fait, et de communication. Donc voilà, c'est merveilleux et ben, je souhaite qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent arriver à pratiquer ça, à communiquer avec ces belles présences, profiter de leur amour, de leur enseignement. C'est complètement merveilleux. Bon. Et c'est vrai qu'alors un petit détail, c'est qu'ici en France, quand je parle comme ça, la moitié des gens qui verront cette interview vont penser que je suis fou. Mais quand j'étais en Thaïlande, super respect, parce que là-bas ils ont tous un temple devant la maison. Ils ont un temple avec le gardien du lieu et un autre petit temple avec les ancêtres. C'est des petites maisons avec des fleurs, des machines, des offrandes. Et là-bas, tout le monde croit aux esprits. Et tout le monde fait des offrandes tous les jours, en Thaïlande, à Bali, tout ça. Alors quand je vais là-bas, quand je leur dis que je suis biologue, que je parle aux présences, pour eux, c'est normal. Au contraire, je suis super bien accueilli. Tout le monde veut m'amener chez lui pour savoir qu'est-ce qu'il veut, la présence du temple. Et là, je me dis, enfin un pays où je suis reconnu comme quelqu'un de normal, quoi, comme quelqu'un qui a un boulot, qui communique, point. Bon, ici, les gens me prennent pour un fou, après tout, je m'en fous, mais il y a quand même un certain nombre de gens. Après tous les gens qui disent c'est de la folie, ils ont qu'à acheter les derniers livres et essayer les exercices. Ils verront. Parce que tous ces codes-là, comment j'aurais pu les avoir si je ne communiquais pas avec des présences? Ou alors je suis un génie, j'ai inventé des codes qui sont... Il y a bien quelqu'un qui me les a dit, ces codes. Je ne pourrais pas les inventer. Il y a même des systèmes que personne ne connaissait avant et en plus je donne le code d'activation. C'est pas possible autrement. Si personne ne me l'a dit... Même Grabovoi qui a sorti ses codes numériques, il est inspiré par des présences. Il ne le dit pas parce que c'est un scientifique, ou il le dit peut-être à ses amis, mais moi comme je ne suis pas scientifique, je m'en fous, je peux le dire.
Donc voilà, ben, écoutez, je souhaite à tout le monde, tous les gens qui verront cette vidéo, de commencer à essayer de ressentir qu'autour d'eux c'est vraiment vivant et qu'il y a un monde merveilleux. Après, bon, il faut faire le pas, peut-être acheter le livre, je ne vais pas faire de la pub pour mes livres, mais bon voilà, c'est un moyen de rentrer, ou alors faire un petit stage. Voilà, parce qu'avant de dire quelque chose n'est pas vrai, il faut aller le voir. Il y a des gens par exemple qui ne croient pas au crop circle. Je leur dis, vous étiez allé là-bas au crop circle, les voir, en Angleterre? Moi j'ai été 3 fois les étudier, mais je peux vous dire que j'y crois, mais c'est pas que j'y crois, j'ai plus besoin d'y croire. Je les ai vus, j'ai touché, j'ai senti, j'ai mesuré. Pas besoin d'y croire. Si vous voulez plus arrêter de croire, il faut arrêter de croire. Il faut sentir, il faut vivre le truc. Et là, il n'y a plus de croyance. Donc il n'y a rien à croire dans mon histoire. Moi je crois en rien. Je sens, c'est tout. Vis ta vie en lien, un nouveau souffle est à bord.